Est-ce que t'as déjà regardé un personnage de dessin animé et tu t'es dit, elle, c'est clairement une fille noire ou métisse, et après t'as découvert que non? Pas du tout. Parce que moi, oui. Et apparemment, je suis loin d'être la seule. Aujourd'hui, on parle de 7 personnages de dessins animés que des milliers de personnes ont cru noirs ou métisses à cause de leur peau, leur style, leur énergie, alors qu'en réalité, leurs origines viennent d'ailleurs, d'autres cultures, d'autres univers, d'autres inspirations. Et spoiler, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pensait. Reste jusqu'à la fin parce que le cas de Kida, ça m'a mis un coup. On commence avec Katara. Et là, je sais que certains vont dire « Mais Katara, elle est pas noire. » Et t'as raison. Mais beaucoup de gens, surtout dans la communauté noire occidentale, se sont très fortement identifiés à elle. Peau mate, cheveux foncés, très marqués, une énergie forte et maternelle. Le package était là. Alors d'où elle vient vraiment? Katara appartient à la tribu de l'eau du pôle sud. Et les créateurs de la série, Michael DiMartino et Brian Konietzko, ont été très clairs. Tout l'univers d'Avatar est une fusion de cultures asiatiques et de peuples autochtones. La tribu de l'eau s'inspire directement des peuples inuits et Yupik, les populations autochtones du Grand Nord. Leurs vêtements, leurs igloos, leur mode de vie dans le froid, leur rapport à la mer, tout ça c'est de la recherche anthropologique réelle. Dans la vraie vie, Katara serait originaire du Canada, de l'Alaska ou du Groenland, parce que ce sont les territoires réels des peuples inuits et Yupik qui l'ont inspirée. Donc Katara n'est pas noire. Elle est inuite fictive, et c'est déjà magnifique en soi. Mais pourquoi on l'a lue comme noire? Parce que dans les médias occidentaux, toute peau plus foncée que le blanc a longtemps été projetée comme noire par défaut. C'est un problème de représentation, pas d'identité du personnage. Passons à la suivante. Shell, celle-là, elle a fait parler. Peau caramel, cheveux noirs, lèvres pulpeuses, hanches larges, une attitude assumée. Dans les années 2000, beaucoup ont lu Shell comme une fille noire ou métisse afro. Et c'est compréhensible visuellement. Mais en réalité, Shell s'inspire des civilisations mésoaméricaines. Les Mayas, les Aztèques et même les Muiscas. Les temples du film sont inspirés de la ville mixtèque de Mitla et de la cité maya de Palenque, toutes les deux situées au Mexique. Et la légende d'Eldorado elle-même puise dans les traditions des Muiscas de Colombie, qui jetèrent de l'or dans les rivières comme offrande. Dans la vraie vie, Shell serait originaire du Mexique ou de la Colombie, les deux pays dont les civilisations ont directement inspiré son univers. Est-ce que DreamWorks l'a bien représentée ou l'a hypersexualisée? C'est un autre débat et un débat légitime. Mais sur le plan des origines, elle est mésoaméricaine, pas africaine. On continue avec Esmeralda, la plus iconique de cette liste selon moi. Peau olive foncée, cheveux noirs bouclés, yeux verts, bijoux, danse sensuelle, robe verte. Elle dégageait quelque chose que beaucoup de filles noires ont reconnu comme le leur. Et Disney n'a pas aidé, parce que son design était tellement stylisé qu'elle pouvait passer pour beaucoup de choses. Mais voilà ce que peu de gens savent. Esmeralda vient du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, publié en 1831. Dans le livre, elle est présentée comme une femme romani, c'est-à-dire qu'elle appartient au peuple rom, une ethnie dont les origines remontent aux États indiens du Rajasthan, du Haryana et du Punjab, dans le nord de l'Inde, avant que ce peuple migre vers l'Europe des siècles plus tard. Et détail que beaucoup ignorent, dans le roman original de Victor Hugo, Esmeralda n'est en réalité pas romanie de naissance. Elle a été kidnappée bébé par des Roms et élevée dans leur communauté. Sa vraie mère biologique était une femme française de Reims. Dans la vraie vie, Esmeralda serait donc originaire de France, où se déroule toute l'histoire, avec des racines culturelles qui remontent à l'Inde du Nord, au Rajasthan précisément, berceau historique du peuple rom. Les Roms étaient et sont encore une des populations les plus discriminées d'Europe. Alors quand on voyait Esmeralda, on cherchait une boîte connue dans laquelle la mettre, alors qu'elle représente une identité bien réelle et souvent invisible. Celle d'après, c'est un cas encore différent. Alex de Totally Spy, combinaison jaune, cheveux noirs, peau mate, elle tranchait clairement avec Clover, la blonde et Sam Larousse. Et dans les cours d'école des années 2000, Alex c'était souvent la fille noire du groupe par défaut. Sauf que, contrairement à ce que beaucoup pensent, Alex a des origines officiellement confirmées. Son nom complet est Alexandra Vasquez. Le réalisateur de la série, Stéphane Berry, a confirmé qu'elle est d'origine latino-asiatique, avec de fortes racines latino. Dans la série, sa mère s'appelle Carmen, un prénom hispanique, et son père est d'origine européenne. Un des producteurs a également précisé qu'elle est de descendance sud-asiatique et latino-américaine. Donc Alex est officiellement une fille métisse, latino-américaine et asiatique. Ses pays d'origine seraient en quelque part entre l'Amérique latine, probablement le Mexique ou un pays hispanophone, et l'Asie du Sud, possiblement l'Inde.
Ce qui est intéressant, c'est que malgré ses origines confirmées, la série ne les a jamais rendues explicites à l'écran. Résultat, le cerveau des spectateurs a rempli les blancs. Alex avait la peau la plus mate des trois, donc beaucoup l'ont lu comme noir. Et maintenant, le cas qui m'a vraiment surprise. Kida, celle dont je t'ai parlé en intro. Prépare-toi. Peau très foncée, cheveux blancs, très forts, tatouage sur le visage, une présence royale. Kida avait une esthétique que beaucoup ont lue comme africaine ou afrodescendante, et franchement, le design s'y prête vraiment. Mais techniquement, Kida est atlante. Elle appartient à une civilisation fictive, l'Atlantide, qui n'existe pas dans le monde réel, donc elle n'a pas d'origine ethnique réelle au sens strict. Cependant, les animateurs de Disney ont confirmé que son design est un amalgame de plusieurs cultures réelles, principalement africaines subsahariennes pour la peau et les traits, polynésienne, Samoa, Tonga, pour la combinaison peau foncée et cheveux clairs, est-asiatique pour la forme des yeux, amérindienne pour la forme du nez, et même scandinave pour les cheveux blancs. Dans la vraie vie, Kida serait donc une combinaison de plusieurs continents. Elle aurait des racines en Afrique subsaharienne, en Polynésie, donc des îles comme les Samoa ou Tonga, et en Scandinavie. C'est le personnage le plus multiculturel de cette liste. Ce qui rend son cas fascinant, c'est peut-être le personnage qui se rapproche le plus d'une inspiration africaine réelle. Et pourtant Disney ne l'a jamais marketé comme tel. Pourquoi ? C'est une question que tu peux te poser. On avance avec Vaggie, personnage de la série adulte Has Been Hotel sur Amazon Prime. Vaggie a une apparence latina très marquée. Cheveux noirs, très hispaniques, tempérament protecteur et passionné, et beaucoup l'ont lu comme une latina, certains comme métisse, sauf que Vaggie est un démon. Dans l'univers de Has Been Hotel, les personnages sont des démons ou des anges qui évoluent en enfer. Ils n'ont pas d'origine humaine définie de façon canonique. Donc techniquement, Vaggie n'a pas de nationalité. Cependant, la créatrice de la série Vivienne Medrano, connue sous le nom de Viv Zipop, est salvadorienne américaine et son style artistique est profondément influencé par la culture de El Salvador. Donc Vaggie porte cette empreinte dans son design. Ses traits, son tempérament, son énergie, tout ça vient du vécu culturel de sa créatrice. Dans la vraie vie, si Vaggie avait une origine humaine, elle serait salvadorienne, ou du moins fortement ancrée dans la culture de El Salvador et d'Amérique centrale. Ce cas illustre quelque chose d'important. Parfois, l'origine du créateur influence le design d'un personnage plus que n'importe quelle décision consciente d'écriture. Et on termine avec Elena Davalor. Et on ne pouvait pas terminer cette vidéo sans elle. Elena, c'est historique. Elle est officiellement la première princesse latina de Disney. Lancée en 2016, la série a été saluée comme une avancée en termes de représentation. Peau caramel, cheveux noirs ondulés, robe rouge, traits latins marqués. Et pourtant, dès sa sortie, le débat a éclaté. Est-ce que Elena est noire, métisse, hispanique, afro-latina ? Voilà la réponse officielle. Disney a clairement ancré l'univers d'Elena dans plusieurs cultures latino-américaines simultanément. Sa robe rappelle les robes traditionnelles mexicaines et le flamenco espagnol. Les créatures mythologiques du premier épisode viennent du Chili, le Pechen, une créature du folklore chilien. Son esprit guide est inspiré des croyances du peuple maya. Et la série célèbre des traditions comme le Dia de los Muertos mexicain et les Quinceañeras. Dans la vraie vie, Elena serait originaire d'un mélange de Mexique, du Chili, d'Espagne et de la culture maya. Plusieurs pays en un seul personnage. Maintenant pourquoi des gens l'ont lu comme noir ou afro-latina ? Parce que l'Amérique latine est diverse. Il existe des millions d'afro-latinos, des personnes d'origine africaine nées en Amérique latine. Donc la lecture n'était pas absurde. Mais le débat autour d'Elena a mis en lumière quelque chose d'essentiel. Latina n'est pas une race. C'est une identité culturelle qui englobe des personnes noires, blanches, indigènes, métisses et tout ce qui est entre les deux. Et c'est là qu'on arrive à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Ces 7 personnages ont en commun une seule chose, leur design dépassait les cases habituelles du dessin animé occidental. Ni blanches, ni explicitement noires, elles occupaient une zone grise visuelle qui a poussé des milliers de spectateurs à projeter leur propre cadre de référence. Et c'est ça qui est fascinant. Ce n'est pas qu'on avait tort de les voir d'une certaine façon. C'est que nos cerveaux cherchent toujours à reconnaître, à classer,
à s'identifier. Et quand la représentation fait défaut, quand les personnages qui te ressemblent sont rares, t'as tendance à revendiquer ceux qui s'en approchent le plus. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'identifier à Katara ou Kida si on est noir? Absolument pas. L'identification va au-delà de l'ethnicité. Mais connaître les vraies origines de ces personnages, c'est aussi respecter les cultures qu'elles représentent, les Inuits du Canada et du Groenland, les Roms d'Inde, les Mayas du Mexique, les peuples latinos dans toute leur diversité, des communautés qui méritent leur propre visibilité. Voilà. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, like et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, toi, t'as cru que laquelle était noire?